La directrice de l'école donne un violon cassé à un jeune homme noir pour l'humilier, ce qu'il fait ensuite fait taire toute l'école. Abonnez-vous maintenant pour vivre ce voyage d'histoire vraie de dépassement, de foi et de nouveaux départs. L'air matinal au collège-lycée n'était pas seulement frais, il était imprégné d'une fragrance particulière de privilège. Ça sentait le cuir neuf des sacs de créateurs, l'essence des voitures importées fraîchement polies et une confiance en soi inébranlable que seule une naissance dorée pouvait conférer. Sur ce parking, où l'asphalte brillait sous le soleil levant, la routine était un ballet orchestré d'opulence. Les portes des berlines de luxe s'ouvraient d'un doux clic, révélant des adolescents au sourire facile et aux vêtements impeccables, dont la vie semblait dessinée par un artiste perfectionniste. Ils se déplaçaient en groupe cohésif, leur voix, même en chuchotement, résonnant avec la certitude qu'ils appartenaient à cet endroit, que le monde était, en fait, leur scène. Mais, au milieu de cet orchestre d'opulence, un accord dissonant se fit entendre. Il ne venait pas d'une voiture rutilante, mais d'un bus de ville, vieux et bruyant, qui toussa de la fumée avant de s'arrêter à quelques mètres de l'entrée principale. En descendit un garçon, une silhouette élancée et presque éthérée, qui semblait absorber la lumière plutôt que de la refléter. Son nom était Gabriel. 14 ans, mais avec une gravité dans les yeux qui suggérait une âme beaucoup plus ancienne. Sa peau, d'un ton d'ébène profond, contrastait avec la pâleur des murs de l'école, et son sac à dos, usé et délavé, semblait un fardeau trop lourd pour ses épaules étroites. Il ne portait pas seulement des livres, il portait l'écho d'un passé qui refusait d'être oublié, un passé d'absence et de lutte silencieuse. Gabriel n'avait pas la démarche assurée des autres. Ses pas étaient hésitants, presque apologétiques, comme s'il craignait de perturber l'ordre établi de cet univers. Dans l'une de ses mains, il serrait un carnet à couverture souple, un bouclier improvisé contre l'avalanche de regards qu'il sentait, même sans les affronter directement. Il était un spectre, un murmure dans un cœur de cris, et l'invisibilité était sa seule armure. Le collège-lycée n'était pas seulement une école, c'était une forteresse. Ses hauts murs, faits de briques autant que de préjugés voilés, protégeaient une élite qui se flattait de son excellence académique, de ses clubs de musique, de sciences et de sport, mais qui, en silence, célébrait aussi son homogénéité. Gabriel le savait. Ce n'était pas la première fois qu'il se retrouvait dans un environnement où il était l'autre. Depuis que sa mère était partie, une ombre dissoute par le brouillard de la dépendance, et que son père était devenu un lointain souvenir derrière les barreaux, lui et sa grand-mère, Mamie Simone, avaient appris à naviguer dans un monde qui leur tendait rarement la main. Leur foyer, un petit appartement aux Minguettes à Lyon, était un sanctuaire de résilience, où l'odeur du pain frais et la mélodie des vieilles chansons françaises étaient les seuls luxes. En franchissant le seuil de l'école, Gabriel sentit le poids des regards. Certains étaient de curiosité fugitive, d'autres d'un dédain mal dissimulé, et la plupart, la plus douloureuse de toutes, était de pure indifférence. Les professeurs, qui saluaient d'autres élèves avec des sourires chaleureux et des tapes dans le dos, lui adressaient à peine un signe sec. Il était une statistique, un numéro sur une feuille de diversité, pas un individu. Lors du premier cours, il chercha refuge au dernier pupitre, adossé à un mur écaillé. C'était l'endroit parfait pour disparaître, pour se fondre dans le paysage et éviter tout contact visuel. Lorsque le professeur, un homme à la voix monotone et aux lunettes au bout du nez, demanda au nouveau de se présenter, Gabriel murmura son nom, Gabriel, et s'enfonça à nouveau dans sa chaise, comme si sa voix était un son interdit, sans valeur dans cet espace. La récréation fut un tourment silencieux. Tandis que les autres s'attroupaient à la queue de la cantine, échangeant rires et projets pour le week-end, Gabriel resta dans son coin, dépliant un sandwich enveloppé dans du papier aluminium, fait avec la tendresse incomparable de sa grand-mère. Chaque bouchée était un rappel de son monde, si lointain de celui-là. Il entendait des fragments de conversation, marques de vêtements chers, voyages exotiques, parents occupant des postes importants. Et là, seul, il était un corps étranger, une anomalie dans un écosystème qui ne voulait pas de lui. Ce fut au troisième cours, celui d'art, qu'une lueur d'espoir apparut. La professeure, Madame Dubois, une femme aux cheveux grisonnants et aux yeux qui semblaient voir au-delà de la surface, parlait de l'expression artistique, de la façon dont la musique pouvait être le langage de l'âme. Elle fit jouer un extrait d'un solo de violon. La mélodie, éthérée et mélancolique, remplit la salle, et Gabriel, sans s'en rendre compte, ferma les yeux. L'espace d'un instant, il oublia où il était, oublia les regards, la solitude. La musique le transporta dans un lieu sûr, un refuge où il n'avait pas besoin de faire semblant d'être invisible. « Quelqu'un ici a déjà eu un contact avec des instruments de musique ?» demanda Madame Dubois, sa voix douce brisant le sort. Quelques élèves levèrent la main. L'un d'eux,
un garçon blond aux yeux bleus, se vanta de jouer du piano depuis l'âge de 7 ans. Une autre, une fille aux tresses parfaites, mentionna des cours de violoncelle. La plupart, cependant, écoutaient sans intérêt. Mais ce que personne ne remarqua, sauf peut-être Madame Dubois, fut le mouvement subtil des doigts de Gabriel. Posé sur la table, il suivait involontairement l'archet de la musique, comme s'il tenait un violon invisible, traçant la mélodie dans l'air. La professeure nota quelque chose sur son presse-papier et, avec un regard curieux, demanda « Et vous, Gabriel? Vous aimez la musique ?» Il hésita, la voix presque un murmure. « Oui, madame. »« Avez-vous déjà joué d'un instrument ?»« Non. Mais j'écoute beaucoup. » Madame Dubois sourit. « Écouter est un début. Le talent vient de l'oreille avant de venir des mains. » Gabriel hocha la tête, un léger sourire naissant au coin de sa bouche. Ce fut peut-être le premier sourire sincère qu'il s'autorisa ce jour-là. La brève connexion fut cependant brutalement interrompue en sortant de la salle. Un groupe d'élèves, le même garçon blond en tête, chuchotait. « Je parie qu'il pense qu'il va devenir musicien maintenant, » dit le blond, assez fort pour que Gabriel l'entende. Avec un peu de chance, il jouera peut-être sur un seau au coin de la rue. Des rires étouffés suivirent. Gabriel ne répondit pas. Ce n'était pas la première fois qu'il entendait quelque chose comme ça, et il savait que ce ne serait pas la dernière. Il prit juste une profonde inspiration et marcha jusqu'au bout du couloir, où il n'y avait personne. Là, le dos tourné au monde, il tenta de retenir ses larmes, avalant l'amertume qui montait dans sa gorge. Le lendemain, en arrivant à l'école, un étrange pressentiment l'envahit. La directrice Leclerc, une femme à la posture impeccable et aux cheveux tirés en un chignon aussi sévère que son regard, le fit appeler devant tout le monde lors de la cérémonie hebdomadaire de bienvenue. Son sourire, forcé et presque prédateur, n'atteignait pas ses yeux froids. « Nous avons un cadeau spécial pour notre nouvel élève, le jeune Gabriel Moreau, » annonça-t-elle, sa voix résonnant dans l'auditorium. « Nous connaissons son intérêt pour la musique, alors nous avons pensé à quelque chose qui pourrait l'aider à s'intégrer. » Un employé, avec un sourire complice, apparut avec une boîte en carton. Gabriel, confus, monta les marches de la scène. Son cœur battait la chamade, un mélange d'espoir et d'appréhension. En ouvrant la boîte, le monde sembla se figer. À l'intérieur, il n'y avait pas un instrument, mais les restes d'un violon. Brisé en deux, avec des cordes déchirées et le bois fissuré, c'était une caricature grotesque d'un instrument de musique. Un silence inconfortable plana dans l'air, lourd comme du plomb. Puis, les premiers rires commencèrent. D'abord quelques élèves, puis d'autres, se transformant en éclats de rire cruels. Des chuchotements malveillants se répandirent, et des flashs de téléphone portable illuminèrent la scène, enregistrant la scène. Gabriel regarda simplement l'instrument. Il ne pleura pas. Il ne parla pas. Il ne fit que tenir ce morceau d'espoir brisé, sentant le poids de l'humiliation l'écraser. Il descendit de la scène, le violon cassé dans ses mains, les rires résonnant à ses oreilles. Cette humiliation publique, devant tous, semblait être le point final de sa dignité. Mais, au fond, ce n'était que le premier accord d'une symphonie que personne ne s'attendait à entendre. Une symphonie de douleur, de résilience et, finalement, de triomphe. Après la cérémonie, Gabriel ne rentra pas chez lui. La honte était un manteau trop lourd à porter. Il chercha refuge au fond de la bibliothèque, un endroit oublié où peu d'élèves s'aventuraient l'après-midi. Il s'assit sur une chaise poussiéreuse, le violon cassé toujours dans la boîte en carton, désormais sans couvercle. Les éclats de bois fissurés semblaient une métaphore de sa propre vie, brisée, désaccordée, traitée comme une blague. Mais, étonnamment, il ne ressentait pas de colère. Il ressentait un silence étrange, presque révérencieux. C'était comme si cet instrument, même détruit, lui parlait encore, un son que personne d'autre n'entendait. Un lamento muet que seul lui pouvait comprendre. Le lendemain, Gabriel arriva plus tôt que d'habitude. La directrice Leclerc ne le mentionna plus. Les élèves, pour la plupart, l'ignoraient, comme si l'épisode n'avait été qu'un moment amusant de la semaine, déjà oublié. Mais Madame Dubois, la professeure de musique, n'oubliait pas. Elle était différente. Elle avait les yeux attentifs de celle qui voit au-delà de la surface, de celle qui perçoit les cicatrices invisibles. Elle avait déjà vu de nombreux élèves au fil des ans, ceux qui venaient de bonnes familles, ceux qui avaient accès à tout, et ceux qui portaient le monde entier sur leurs épaules. Gabriel faisait partie de ces derniers. À la fin du cours,
tandis que les autres élèves s'empressaient de sortir, elle s'approcha lentement. « Gabriel, puis-je vous parler un instant ?» Il acquiesça, sans lever les yeux. « J'ai vu ce qui s'est passé à la cérémonie, » dit-elle, la voix empreinte d'une empathie qu'il trouvait rarement. « Et je veux vous dire que cela ne représente ni cette école, ni ce en quoi je crois. » Gabriel haussa simplement les épaules. « Ça va, madame. » Sa voix était monotone, dénuée d'émotion. Elle marqua une pause, puis demanda, « Avez-vous déjà tenu un vrai violon ?» Gabriel réfléchit un peu avant de répondre. « Jamais. J'ai juste vu des vidéos et j'écoute beaucoup de musique classique. Je ne comprends pas tout, mais j'aime le son. » Madame Dubois haussa les sourcils, surprise. « Vous écoutez de la musique classique ?» Il haussa les épaules, sans arrogance, juste avec sincérité. « Quand mamie Simone n'est pas à la maison, je trifouille la vieille radio. Parfois je trouve des stations qui jouent des concertos. Je préfère ceux avec du violon. On dirait que ça me parle. » La professeure fut émue par la simplicité de la réponse. C'était rare, presque impossible, d'entendre ça d'un garçon de son âge, et encore plus venant d'où il venait. Vous savez, le son du violon est vraiment spécial. Il exige sensibilité et patience. Elle se dirigea vers l'armoire de la salle et en sortit un étui noir. Elle l'ouvrit avec soin et révéla un violon simple, bien conservé. Celui-ci appartient à l'école. Il était utilisé par les élèves qui n'avaient pas leur propre instrument. Il est resté longtemps inactif, personne ne semble lui accorder de valeur. Mais si vous voulez, vous pouvez essayer. Gabriel hésita. C'était la première fois que quelqu'un lui offrait quelque chose sans ironie, sans arrière-pensée. Les mains tremblantes, il s'approcha. La professeure lui tendit d'abord l'archet, puis le violon. Il le tint avec respect, comme s'il avait peur de briser quelque chose de plus dans le monde. Vous pouvez le poser sur l'épaule. Voilà, comme ça. Maintenant, détendez vos doigts. Elle le guida avec délicatesse. Les autres professeurs semblaient toujours pressés, impatients. Elle non. Elle prenait son temps avec chaque geste, comme si elle plantait quelque chose en lui. Maintenant, passez l'archet doucement sur les cordes, sans forcer. Le son sortit tremblant, presque un lamento, mais il était là. Vivant. Gabriel esquissa un léger sourire, non pas le sourire de celui qui s'amuse, mais de celui qui trouve quelque chose qu'il pensait ne jamais toucher. « C'est difficile, hein, dit-il, en riant doucement. Au début, oui. Mais vous avez quelque chose qui ne s'apprend pas. Vous écoutez avec l'âme. C'est rare, Gabriel. » Il baissa les yeux, ne sachant que dire. « Je peux venir ici après les cours ?» demanda-t-il, la voix presque inaudible. « Bien sûr. Tous les mardis et jeudis, je reste plus tard. Si vous voulez, nous pouvons commencer par les bases. » Cet après-midi-là, en rentrant chez lui, Gabriel était fou de joie. Il raconta à mamie Simone avec une étincelle dans les yeux qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Elle sourit, ajusta son foulard sur sa tête et dit, « Si c'est ce que ton cœur veut, mon enfant, alors vas-y. Dieu t'a donné un don. Peut-être que tu ne sais pas encore ce que c'est, mais quand tu le découvriras, personne ne pourra te l'enlever. » Gabriel commença à suivre les cours supplémentaires. Au début, ses doigts lui faisaient mal, le son était laid et il se frustrait. Mais il ne lâchait rien. Il était habitué à la douleur. La différence, c'est que cette fois, la douleur le menait quelque part. Madame Dubois remarqua quelque chose d'inhabituel. Il apprenait vite, très vite. Il avait une mémoire auditive très développée, il parvenait à répéter des mélodies complexes après une seule écoute. Quand il se trompait, il corrigeait seul. Son oreille était pure, naturelle. Et puis vint le jour où elle dit, « Gabriel, je veux que vous participiez au concours de talent de l'école. C'est à la fin du semestre. C'est facultatif, bien sûr, mais je pense que vous devriez montrer de quoi vous êtes capable. » Il se figea. Leur montrer? Se montrer à lui-même? Il ne répondit pas tout de suite, mais cette nuit-là, en se couchant, il regarda le plafond de sa chambre, écoutant mentalement la mélodie qu'il avait répétée ce jour-là. Il ferma les yeux et décida. Il ne s'agissait plus de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il s'agissait de se prouver à lui-même qu'il pouvait faire plus que ce que les autres lui avaient donné. Et si le monde lui avait donné un violon cassé comme une blague, il ferait de cette blague le premier pas de son propre chef-d'œuvre. Les couloirs du collège-lycée, auparavant dominés par les chuchotements et les rires étouffés,
vibrait désormais d'une énergie différente. Des affiches colorées, aux lettres capitales et aux dessins vibrants, annonçaient le « Festival des talents d'hiver ». Ce serait un événement grandiose, organisé à l'auditorium central, avec entrée ouverte aux parents, aux élèves et même à la presse locale. Pour l'école, c'était plus qu'une simple exposition, c'était une vitrine, une occasion de renforcer son image d'excellence et de prestige dans la communauté. Pendant les pauses, les groupes d'élèves, auparavant concentrés sur les potins et les marques de luxe, discutaient désormais de leur présentation. Danse contemporaine, duo de chant avec des harmonies parfaites, performance théâtrale avec des monologues en français, numéros de magie élaborés. C'était le moment où l'élite du collège-lycée montrait ses talents artistiques et, bien sûr, renforçait le statut de leur famille. La compétition était féroce, non seulement pour la reconnaissance, mais pour la validation sociale. Gabriel, comme à son habitude, marchait en silence parmi eux. Sa présence restait discrète, presque imperceptible pour la plupart. Mais, cette fois, quelque chose était différent. Il portait en lui un courage silencieux, presque invisible, mais non pas de la vanité ou du désir d'applaudissement, mais d'une volonté profonde de se faire entendre sans avoir besoin de crier. C'était une flamme que Madame Dubois avait allumée, et qu'il, à chaque note apprise, nourrissait. Lors des répétitions avec la professeure, Gabriel avait choisi une pièce qui résonnait avec son âme, Méditation, de Jules Massenet. Un classique exigeant, oui, mais émotionnellement puissant. C'était comme si chaque note de cette mélodie traduisait sa douleur, sa solitude, mais aussi l'espoir qui s'obstinait à jaillir de son cœur. Madame Dubois l'observait avec une fierté contenue, percevant la profondeur avec laquelle il se connectait à la musique. Ce n'était pas seulement de la technique, c'était l'âme de Gabriel qui débordait à travers le violon. La veille du dernier jour pour les inscriptions officielles, Gabriel prit une décision qui lui donna des frissons. Il devait affronter la source de son humiliation. D'un pas ferme, mais le cœur battant la chamade, il se dirigea vers le bureau de la directrice Leclerc. La secrétaire, une femme aux lunettes sur le bout du nez et au regard méfiant, hésita, mais finit par lui permettre d'entrer. Madame la directrice Leclerc était au téléphone, parlant à voix basse, mais renvoyant Gabriel, elle ferma son ordinateur portable d'un bruit sec et lui désigna la chaise en face d'elle. Oui, sa voix était polie, mais froide comme la glace. « Je voulais m'inscrire au festival », dit Gabriel, sa voix plus ferme qu'il ne s'y attendait. En tant que participant. Elle le fixa une seconde, comme si elle essayait de déchiffrer s'il était sérieux ou simplement perdu. « Festival des talents », répéta-t-elle, avec une légère pointe d'incrédulité. « Oui, madame. Dans la catégorie musique. » La directrice croisa les bras, un geste que Gabriel reconnaissait déjà comme un signe de sa supériorité. « Le violon, je présume. » Un sourire discret, non pas de joie, mais de sarcasme, se dessina sur ses lèvres. « Ah, oui, bien sûr. Comment pourrais-je l'oublier ?» Elle marqua une longue pause tendue, qui sembla s'étirer à l'infini. « Écoutez, Gabriel, le festival est une vitrine. Nous ne pouvons pas permettre des présentations qui ne sont pas encore au niveau de l'école, vous comprenez ?» Gabriel maintint son regard fixe, sans le détourner. Il n'était plus le garçon qui baissait la tête. Madame Dubois a dit que je pouvais participer. Cela sembla la déranger. C'était comme si elle perdait le contrôle du récit, comme si une pièce inattendue avait été ajoutée à son échiquier. « Eh bien, si c'est comme ça, qui suis-je pour l'empêcher ?» dit-elle, se levant de sa chaise, un signe clair que la conversation était terminée. « Mais puisque vous allez participer, nous avons une surprise pour vous. » La dernière phrase, prononcée d'un ton faussement cordial, sonna plus comme une menace voilée. Le lendemain, en arrivant pour la répétition générale, Gabriel fut appelé sur scène avant même de commencer. Toute l'école était dans l'auditorium, élèves, professeurs, même des parents curieux qui étaient arrivés en avance. La directrice Leclerc monta au micro, son visage grave, mais avec un éclat dans les yeux que Gabriel ne put déchiffrer. Avant de commencer les répétitions, annonça-t-elle, d'un ton théâtral, comme quelqu'un qui met en scène une pièce soigneusement préparée, nous voudrions souhaiter la bienvenue officielle à un nouveau talent qui a émergé dans notre école, le jeune Gabriel Moreau. Un murmure parcourut l'assemblée. Gabriel, confus, monta lentement les marches. Son cœur battait fort, un mélange d'attente et d'un sombre pressentiment. En reconnaissance de son initiative, continua la directrice, nous avons décidé de lui offrir un instrument spécial, exclusif. Un assistant monta sur scène, apportant une boîte enveloppée de papier doré, avec un ruban voyant.
Gabriel ouvrit la boîte. L'impact fut dévastateur. C'était le même violon cassé qu'il avait reçu des semaines auparavant. Le même, mais maintenant avec les morceaux collés de manière grotesque, délibérément tordus, comme une sculpture mal faite, une blague visuelle. Le public réagit. Ce n'était pas un rire généralisé, mais un rire cruel, étouffé, de ceux qui avaient compris la blague. Ceux qui se moquent en silence, mais avec les yeux brillants de méchanceté. La directrice, avec un sourire déguisé en formalité, dit « Nous espérons que ce cadeau vous inspirera, Gabriel. Après tout, l'art n'est aussi des imperfections, n'est-ce pas ?» Il resta là, immobile, tenant l'instrument déformé, les yeux fixés sur le violon. Madame Dubois, qui était assise au premier rang, se leva immédiatement et monta sur scène. « C'est inacceptable, dit-elle, arrachant le micro des mains de la directrice. Mais Gabriel l'arrêta d'un geste calme. « Tout va bien, madame. » Le silence tomba sur l'auditorium. Il prit le violon, referma la boîte avec précaution et descendit de la scène sans rien dire de plus. L'humiliation était palpable, mais, cette fois, Gabriel ne ressentit pas le même désespoir. Il y avait quelque chose de différent. Une étincelle. Ce jour-là, il ne rentra pas directement chez lui. Il prit un bus pour un quartier éloigné, un endroit qu'il avait découvert seul. C'était un dépôt d'instruments de musique ancien, tenu par un vieil homme nommé Monsieur Jean, un ancien luthier qui s'occupait de l'endroit comme d'un sanctuaire. « Reviens, mon garçon, demanda Monsieur Jean, souriant en le voyant. Gabriel montra le violon cassé. Ils m'ont redonné ça. Je voulais savoir si on pouvait en utiliser des pièces ou juste le jeter. Monsieur Jean examina l'instrument d'un œil expert. Ça, c'est de la ferraille, oui. Mais toi, tu ne le es pas. Et celui-ci, dit-il, désignant l'autre violon, celui que Gabriel avait restauré les semaines précédentes, celui-ci est ton véritable instrument. Celui que tu as ramené avant. Tu lui as redonné vie. Ça, personne ne peut te l'enlever. Gabriel prit une profonde inspiration, leva les yeux au ciel. Il sentit une larme couler, mais ce n'était pas de tristesse. C'était une étrange libération. Cette nuit-là, chez lui, il joua jusqu'à ce que l'archet use l'écran. Il joua avec le cœur brisé, mais rempli d'un feu renouvelé. Il joua comme quelqu'un qui dit adieu à la peur, parce que maintenant, plus que jamais, il le savait, il ne s'agissait pas seulement de jouer du violon. Il s'agissait de faire entendre au monde ce qu'il avait à dire. La porte de l'appartement s'ouvrit avec un discret grincement. C'était un lieu modeste au 3e étage d'un vieil immeuble, aux murs tachés et aux escaliers bruyants. Gabriel entra en silence, comme il le faisait toujours quand son cœur était trop lourd. Sa grand-mère, Mamie Simone, était dans la cuisine, remuant une casserole qui sentait le pain frais. La femme aux yeux fatigués et aux mains calleuses était son seul refuge au monde. Elle avait élevé Gabriel depuis l'âge de 2 ans, après que sa fille, sa mère, eût disparu dans les rues de la ville, vaincue par la drogue. « Tu as faim, mon enfant ?» demanda-t-elle, sans le regarder, juste en entendant la façon dont la porte se fermait. « Pas trop, mamie. » Elle se retourna lentement, s'essuyant les mains sur son tablier. Elle observa son petit-fils un instant. C'était comme si elle voyait au-delà de la peau, au-delà des yeux. Elle sentait quand il souriait faussement, quand il était trop fatigué de plus que juste la journée. Et à ce moment-là, elle le savait. Qu'est-ce qui s'est passé? Gabriel hésita. Il s'assit sur le canapé déchiré du salon et posa l'étui du violon à côté. Pendant quelques secondes, il resta à regarder le sol. La grand-mère s'assit lentement à côté de lui. C'était à l'école. Ils ont recommencé. Ils m'ont redonné le même violon cassé sur scène. Tout le monde a ri, mamie. Même les parents des élèves. Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration et lui posa la main sur l'épaule. Mon enfant, il y a des gens qui ne comprendront jamais la valeur de ceux qui luttent, parce qu'ils ne savent valoriser que ce qui est déjà tout fait. Mais toi, tu es fait de lutte. Gabriel se mordit les lèvres. Il ne voulait pas pleurer. Il était fatigué de pleurer. Je voulais juste une chance, mamie. Une seule. Sans blague, sans humiliation. Je sais, mon enfant. Je sais. Elle se leva et alla dans la chambre. Elle revint avec un vieux cadre photo à la main. Elle le lui tendit. C'était une photo d'un homme grand, noir, vêtu d'une élégante tenue et tenant un violoncelle. Le fond semblait être une petite scène, derrière, un rideau rouge délavé.
C'était ton arrière-grand-père, Gabriel. Il jouait dans les bals, dans de petits orchestres, dans les églises. Il n'est jamais devenu célèbre, mais il avait une chose que personne ne pouvait lui enlever, le son. Gabriel regarda l'image en silence. Quand il jouait, même les Blancs s'arrêtaient pour écouter, même quand ils ne pouvaient pas s'asseoir à la même table, ni utiliser les mêmes toilettes. Sa musique entrait là où lui ne pouvait pas entrer. Elle s'assit de nouveau à côté de lui. Tu portes ça dans ton sang, mon enfant. Le son de la résistance, de la beauté qui n'a pas besoin de permission pour exister. Il serra la photo contre sa poitrine, fermant les yeux. Et là, dans ce geste, il laissa tomber la larme qu'il retenait depuis la scène. Cette nuit-là, Gabriel ne joua pas. Il resta en silence, allongé sur le côté, écoutant les bruits de la rue, le goutte-à-goutte du robinet de la cuisine, les pas de la voisine à l'étage supérieur. Le monde semblait trop lourd. Mais le silence enseignait aussi. Et à l'aube, tandis que tout dormait, il se leva doucement, prit son violon restauré, celui qu'il avait lui-même ramené à la vie, et alla vers la fenêtre. Il appuya l'instrument sur son épaule, tira l'archet et commença à jouer. Ce n'était pas un entraînement. Ce n'était pas de la technique. C'était un soulagement. Les notes flottèrent dans l'air, basses, lentes, comme si chacune portait une larme, une lettre qui n'avait pas été lue, un mot qui n'avait jamais été dit. Mamie Simone, allongée dans sa chambre, ne se leva pas. Elle se contenta de sourire les yeux fermés et de laisser une larme couler sur l'oreiller. Elle savait. Le monde extérieur pouvait se moquer de lui, mais à l'intérieur de cette chambre, elle écoutait le plus beau son de sa vie. Dans les jours qui suivirent, Gabriel ne parla pas beaucoup de ce qui s'était passé à l'école. Les élèves étaient déjà passés à autre chose. La cruauté était banale, passagère pour eux, mais pas pour lui. Il continua ses répétitions avec Madame Dubois. Elle était indignée par la directrice, mais respecta le temps de Gabriel. Elle n'insista pas, elle l'écouta simplement, elle le soutint simplement. « Je veux participer au festival, » dit-il après quelques jours de silence. « Mais je veux utiliser mon propre violon. Celui que j'ai réparé. » Elle sourit, un sourire fier, silencieux. « Bien sûr. Ce sera votre voix, votre histoire. Et personne ne pourra vous faire taire quand vous commencerez à jouer. » Et alors commencèrent les répétitions les plus intenses. Les mains de Gabriel saignaient parfois, les épaules lui faisaient mal, mais il ne s'arrêtait pas. Car maintenant, il ne s'agissait plus de prouver quoi que ce soit aux autres. Il s'agissait de récupérer quelque chose en lui qu'ils avaient essayé d'éteindre. La musique n'était plus seulement un son. C'était une identité. C'était une rédemption. C'était une résistance. Et quand il regardait le violon qu'il avait restauré de ses propres mains, il se souvenait de tout ce qu'il avait déjà réparé en lui-même. Dans cette même école où l'on s'était moqué de lui, bientôt tous devraient l'écouter, qu'ils le veuillent ou non. Gabriel avait toujours eu l'habitude de marcher. Il disait à sa grand-mère qu'il aimait penser avec ses pieds. Parfois, il marchait des heures après l'école, même sans destination. Cela l'aidait à organiser ce qu'il ressentait, à oublier les regards en travers, à se libérer du poids que l'école mettait sur ses épaules chaque jour. C'est sur l'un de ces chemins que tout changea. C'était la fin de l'après-midi. Le ciel était peint de teintes dorées et grises, et un vent froid soufflait dans les rues étroites d'un quartier plus éloigné de la ville. Il passait par une ruelle lorsqu'il vit quelque chose d'étrange adossé à une benne à ordures. Une pile de vieux objets, des livres mouillés, des meubles cassés. Et là, partiellement recouvert d'un drap sale, un étui de violon. Gabriel s'arrêta un instant. Il pensa à passer son chemin, mais quelque chose en lui le ramena. Une impulsion qu'il ne sut lui-même expliquer. Il ouvrit l'étui avec précaution. À l'intérieur se trouvait un violon ancien. Le bois était rayé, usé, et il manquait de cordes. La cheville était lâche, l'archet effiloché. Mais il était quand même entier. Les yeux de Gabriel brillèrent. Il sentit son cœur battre plus fort. C'était comme si cet instrument avait été jeté par le monde, tout comme lui. Il regarda autour de lui. Personne. Il prit l'étui, le referma, le mit sur son dos et partit, comme s'il avait trouvé un trésor. Arrivé à la maison, il entra directement dans sa chambre et posa l'étui sur le lit. Il l'ouvrit de nouveau, cette fois avec plus de soin. Il passa ses doigts sur le bois, reconnaissant chaque cicatrice de ce corps sonore, comme si elles étaient les siennes. « Mamie, regarde ça » aplatit-il sa grand-mère. Elle entra dans la chambre,
s'essuyant les mains sur son tablier. Elle s'arrêta en voyant le violon. « Mon Dieu, où as-tu trouvé ça ?» C'était à la poubelle. Jeté dans une benne. Mais il respire encore, mamie. On peut le sentir. Elle s'approcha, observant le soin avec lequel il manipulait l'instrument. Ça, c'est plus de l'âne que du bois, mon enfant. Gabriel rit. Je vais le réparer tranquillement, pièce par pièce. Comme on fait avec les choses ici à la maison, n'est-ce pas? Cette nuit-là, il ne s'endormit pas tôt. Il prit de vieux outils dans le placard de son grand-père décédé, un chiffon de flanelle, une loupe cassée qu'il utilisait pour étudier la science, et commença à étudier chaque centimètre de l'instrument. Il chercha sur Internet des vidéos de restauration. Il ponça délicatement les coins les plus écaillés. Il nettoya les ferrures avec du vinaigre. Il utilisa des fils de nylon provisoires pour remplacer les cordes cassées et improvisa un archet avec des crins synthétiques retirés d'une vieille poupée. Cela lui prit des jours, sans hâte, avec patience. Pendant ce temps, il continuait de s'entraîner avec Madame Dubois à l'école, mais il ne lui racontait pas ce qu'il faisait à la maison. C'était personnel, intime. Il voulait que ce soit une surprise. Il voulait que, le bonjour, le son parle pour lui. Un samedi après-midi, tandis que sa grand-mère dormait sur le canapé du salon, Gabriel posa le violon restauré sur son épaule pour la première fois. Il ajusta l'archet d'improviser, ferma les yeux et joua. Les premières notes sortirent basses, timides, mais claires. Puis vinrent d'autres, un peu désaccordées, mais vivantes. Et alors, quelque chose de magique se produisit. Le son remplit la chambre, monta le long des murs, traversa la fenêtre. C'était comme si le violon racontait sa propre histoire, comment il avait été abandonné, ignoré, laissé pour compte, jusqu'à trouver quelqu'un qui croyait encore en lui. Gabriel pleura. Il pleura non de tristesse, mais de soulagement. C'était la première fois qu'il sentait qu'il reconstruisait non seulement l'instrument, mais lui-même. Dans les jours qui suivirent, il emportait le violon avec lui, caché dans un sac à dos différent, sans que personne ne s'en aperçoive. Il le montra à un seul ami de l'école, Antoine, un garçon qui venait aussi d'un milieu modeste. Antoine resta silencieux un moment après avoir entendu Gabriel jouer dans un coin caché de la cour et dit « Mec, c'est plus beau que tout ce que j'ai jamais entendu de ma vie. » Gabriel sourit. Pour la première fois, quelqu'un de son âge le voyait vraiment. La nouvelle du festival se répandait. Les répétitions occupaient les après-midi à l'école, et Gabriel, silencieusement, affinait son article et il s'entraînait à la maison, à l'école, dans les ruelles, de plus en plus sûr, plus précis. Mais il gardait le secret du violon restauré comme une carte dans sa manche, un symbole de tout ce qu'il avait dû rassembler pour rester entier. Au fond, il savait, cette pièce trouvée à la poubelle n'était pas seulement un violon. C'était sa deuxième chance. Et il ferait en sorte que tous l'entendent, fort et clair, que même ce que le monde jette peut devenir quelque chose d'extraordinaire. Alors que les jours avançaient, inexorablement, vers le festival des talents, la routine de Gabriel devenait un marathon silencieux. Chaque heure libre, chaque minute de répit, était dédiée au violon restauré. C'était comme si cet objet, auparavant un amas de bois et de cordes cassées, gagnait une âme à chaque répétition, à chaque note qu'il arrachait de ses entrailles. Et, d'une certaine manière, il en gagnait réellement une. L'école, pour de nombreux élèves, restait indifférente. Gabriel était toujours le « garçon au violon cassé », une blague qui, pour eux, commençait déjà à perdre de son intérêt, remplacée par des mèmes et des chuchotements de couloir sur les dernières tendances ou les prochains événements sociaux. Mais pour Gabriel, le silence était bienvenu. Après tout ce qu'il construisait maintenant se passait loin des yeux de ceux qui n'avaient jamais cru, loin des jugements et des moqueries. C'était un processus intime, presque sacré. Tous les jours, après le dernier cours, Gabriel prenait le bus pour rentrer chez lui. Il déjeunait ce que sa grand-mère préparait presque toujours du riz, des lentilles et un œuf, un festin d'affection et de subsistance. Ensuite, il s'enfermait dans sa chambre. Il poussait la commode contre la porte, fermait les fenêtres, allumait un petit ventilateur bruyant pour masquer le son et commençait. Parfois, il jouait pendant 3-4 heures sans s'arrêter, immergé dans la mélodie, oubliant le temps et le monde extérieur. D'autres fois, il ne faisait que répéter une séquence de notes, les répétant inlassablement, les yeux fermés, les yeux ouverts, face au miroir. Ce n'était plus seulement jouer, c'était vivre le son, respirer la musique, lui permettre de le remplir complètement. Au début, il se trompait beaucoup. Ses mains tremblaient, l'archet glissait, l'accord était faux.
La frustration était un nœud dans la gorge, mais il apprenait de chaque erreur, comme on apprend à marcher dans un champ de mines, avec prudence et détermination, sans jamais abandonner. Aux aurores, il se réveillait avec la musique en tête, des mélodies qui refusaient de le laisser dormir. Il se levait, prenait le violon et répétait doucement, presque un murmure, pour ne pas réveiller sa grand-mère. Mamie Simone faisait semblant de dormir, mais elle entendait chaque note, chaque arpège, chaque plainte et chaque triomphe. Elle ne s'est jamais plainte, elle souriait simplement en silence, sachant que cet effort venait d'un lieu sacré en lui, un lieu de pure volonté et de passion. Lors d'une de ces séances d'entraînement nocturne, Gabriel laissa échapper un soupir, une confession murmurée au violon, comme si c'était un confident, un ami. « Tu vas faire en sorte que tout le monde t'entende, n'est-ce pas ?» disait-il à l'instrument, et d'une certaine manière, c'était le seul qui l'écoutait vraiment. À l'école, Madame Dubois remarquait la différence. L'attitude de Gabriel, son regard, la confiance silencieuse qui émanait de lui. Elle respectait son processus, ne le réprimandait pas, ne le pressait pas, l'accompagnait simplement, offrant soutien et orientation si nécessaire. Le jour approche, dit-elle un après-midi, après une répétition particulièrement intense. « Je sais, » répondit Gabriel, accordant les cordes avec une précision chirurgicale. « Juste un peu nerveux. »« C'est bien, » sourit-elle. « Ceux qui ne ressentent rien avant de monter sur scène ne pourront jamais vraiment jouer. » Gabriel lui sourit en retour. C'était la première fois qu'il se voyait comme un musicien, un vrai, même sans habit de gala, sans école privée, sans belle histoire de réussite racontée dans les journaux. Ce qu'il avait, c'était de la sueur, de la vérité, de l'âme. Et ça, il le savait, valait plus que tout. Un vendredi après-midi, 3 jours seulement avant le festival, une tempête s'abattit sur la ville. Des éclairs déchiraient le ciel en fente lumineuse, et le vent secouait les fenêtres de l'appartement avec fureur. Mais même cela ne l'empêcha pas de s'entraîner. Il jouait dans le noir, avec des bougies improvisées, tandis que la lumière clignotait, menaçant de s'éteindre à tout moment. Chaque note semblait rivaliser avec le bruit du tonnerre, une symphonie chaotique de nature et d'art. « Tu vas finir par tomber malade comme ça, mon garçon, » le prévint sa grand-mère, inquiète. « Je ne peux pas m'arrêter maintenant, mamie. Je suis proche. Très proche. » Elle soupira. Elle savait qu'il était inutile d'insister. Gabriel était là où il voulait être, là où il devait être. La nouvelle du festival avait déjà circulé dans la communauté, et pas seulement par les canaux officiels de l'école. Madame Dubois, de manière subtile, avait répandu l'information, semant la curiosité. « Il y a un garçon qui va jouer quelque chose que vous n'avez jamais vu, » disait-elle, sans mentionner de nom, mais suscitant un murmure d'attente. Le samedi, Gabriel retourna au dépôt d'instruments. Il voulait montrer ses progrès au vieux monsieur Jean. L'ancien luthier, avec ses yeux sages et ses mains calleuses, était l'un des rares à comprendre la profondeur de la connexion de Gabriel avec la musique. « Joue pour moi » demanda le monsieur, s'asseyant sur un tabouret en bois, le visage éclairé par la faible lumière qui filtrait par la fenêtre poussiéreuse. Gabriel ferma les yeux et joua. Ce n'était pas parfait, mais c'était vivant, profond. Chaque note portait un morceau de son histoire, de sa lutte, de sa rédemption. Quand il eut fini, monsieur Jean avait les yeux humides. « Mon garçon, ce que tu as fait là, ça vaut plus que n'importe quel prix. » Gabriel baissa la tête, ému. « Et je veux juste qu'ils écoutent. » « Ils vont écouter, » assura monsieur Jean, sa voix rauque d'émotion. « Et s'ils n'écoutent pas, ils sentiront. » De retour chez lui, Gabriel passa tout le dimanche avec le violon sur les genoux. Il ne jouait pas, il le tenait simplement, le nettoyait, lui parlait en silence. C'était comme s'ils étaient sur le point de gravir une montagne ensemble, et ce serait la dernière pause avant l'ascension finale. La veille du festival, sa grand-mère prépara l'uniforme avec plus de soin que jamais. Elle repassa chaque pièce avec minutie, recousit un bouton lâche, cirait les chaussures. « Tu vas monter sur cette scène et montrer qui tu es, » dit-elle, la voix nouée par la fierté. « Et ce n'est pas pour eux. C'est pour toi. » Gabriel acquiesça. Il serra sa grand-mère fort dans ses bras. Il ne dit rien de plus. Cette nuit-là, en se couchant, il sentit quelque chose de différent. Ce n'était pas de la peur. C'était une mission. Car maintenant, après tant de nuits blanches, de doigts blessés, de blagues, de rejets et de silence, il était prêt. Prêt à être entendu. Prêt à faire en sorte que chaque note dise au monde ce qu'il ne lui avait jamais laissé dire. Le jour du festival des talents se leva avec un ciel clair,
un bleu vibrant qui semblait pressentir que quelque chose d'important était sur le point de se produire. À l'école, l'agitation était plus grande que d'habitude. Parents, professeurs et élèves défilaient dans les couloirs, apprêtés, vêtus de ce qu'ils pouvaient acheter ou louer de mieux. L'événement faisait la fierté du collège-lycée. Là, les jeunes montraient non seulement leur talent, mais aussi le niveau de l'école à toute la communauté. Le panneau à l'entrée annonçait les présentations, noms, horaires, catégories. Les familles arrivaient avec leur téléphone portable prêts à enregistrer chaque moment. C'était comme un rituel d'exhibition, où chacun essayait d'être vu, reconnu, admiré. Gabriel arriva tôt, avec le violon restauré soigneusement caché dans son étui. Sa grand-mère, vêtue simplement, mais avec un foulard coloré dans les cheveux, l'accompagnait main dans la main. Ils marchèrent dans les couloirs sans hâte, ignorant les regards et les chuchotements. En entrant dans l'auditorium, Gabriel sentit des papillons dans le ventre. La scène semblait plus grande que lors des répétitions, illuminée par des projecteurs qui rendaient tout plus imposant. Il s'assit au rang réservé aux participants, tandis que sa grand-mère resta plus en arrière, près de la sortie, comme quelqu'un qui se tient prêt au cas où son petit-fils aurait besoin de fuir une nouvelle humiliation. Madame Dubois apparut peu après, tenant une tablette dans les mains. Elle sourit en voyant Gabriel. « Êtes-vous prêt ?»« Oui, madame. »« Plus que jamais. » Elle lui serra l'épaule, sans rien dire de plus. Elle savait que les mots ne pourraient exprimer l'émotion qu'ils ressentaient tous les deux. Peu avant le début, Gabriel fut appelé au bureau de la direction. Là, il trouva la directrice Leclerc assise, sérieuse, un dossier à la main. « Gabriel, il faut qu'on parle, » dit-elle, désignant une chaise devant son bureau. Il s'assit, la regardant fixement dans les yeux. « J'ai appris que vous avez l'intention de jouer aujourd'hui, » continua la directrice, sa voix froide et calculatrice. « Mais il y a eu un problème. Le nombre d'inscriptions a été supérieur à celui attendu et, malheureusement, certains participants devront être reportés à une autre date. » Gabriel fronça les sourcils. Il savait exactement ce qui se passait. « Qui décide cela ? » « Moi et le comité du festival, » répondit-elle d'un ton glacial. Il prit une profonde inspiration. Madame Dubois avait confirmé sa participation. Madame Dubois a dit que j'étais confirmé. La directrice esquissa un léger sourire, plein d'ironie. Malheureusement, la décision finale me revient. Mais si vous voulez, vous pouvez vous présenter devant un jury après l'événement. Peut-être l'année prochaine vous pourrez participer officiellement. Gabriel sentit le sang lui monter à la tête, mais il ne leva pas la voix. Il savait que crier ne servirait à rien. Au lieu de cela, il resta silencieux. Il se leva lentement. « Je vais me présenter aujourd'hui, » dit-il, avec la fermeté de celui qui ne reculera pas. La directrice sembla surprise par son courage. « Si vous tentez de monter sur scène sans autorisation, la sécurité vous retirera. Et cela pourrait nuire à votre dossier scolaire. » Gabriel, réfléchissez bien. Il quitta la salle sans répondre. Dehors, il trouva Madame Dubois qui l'attendait, tendue. « Elle veut me retirer du festival, » confia-t-il. La professeure ferma les yeux un instant, prenant une profonde inspiration. « Nous n'allons pas laisser faire. Si vous ne pouvez pas jouer, je ne participerai plus non plus à cette école. Et je tiendrai à expliquer pourquoi à tous les parents qui sont ici aujourd'hui. » Gabriel sentit pour la première fois qu'il n'était pas seul. La nouvelle commença à circuler discrètement parmi les professeurs et les élèves. Antoine, son ami, se dirigea vers le microphone de la commission du festival et, avec courage, annonça « Je voudrais rappeler que l'événement est une célébration du talent et de la diversité, et que tous les inscrits doivent être respectés, sans exception. » Le public commença à chuchoter. Certains parents s'étonnèrent du climat de tension, mais d'autres, surtout des familles plus modestes, comprirent que quelque chose de grave se jouait. Dans les coulisses de la scène, les autres participants regardaient Gabriel avec un mélange de pitié et de respect. Certains l'encourageaient, même en silence, se contentant d'observer, attendant de voir si l'école empêcherait réellement le garçon que tous avaient vu se faire humilier quelques jours auparavant. Alors qu'il ne restait que 2 numéros avant sa présentation, Gabriel s'assit sur le sol des coulisses, tenant le violon dans ses mains. Il se souvint du conseil de sa grand-mère, qui chante ses peines les chasse, mon enfant. Mais qui joue sa propre histoire, transforme le monde. Lorsque le dernier groupe eut fini de se produire, la directrice apparut sur le côté de la scène, visiblement irritée. Elle murmura quelque chose à l'animateur. Il hésita,
regarda le public, regarda Gabriel et, finalement, dit au microphone, « Mesdames et messieurs, avant la dernière présentation, nous avons ici une demande spéciale d'un élève déterminé à montrer son talent. Veuillez accueillir sur scène Gabriel Moreau. » La directrice fronça les sourcils. Madame Dubois se leva de la foule et applaudit debout. La grand-mère, au fond de l'auditorium, joignit les mains comme pour une prière. Gabriel monta sur scène sous un silence absolu. Maintenant, enfin, personne ne pourrait l'en empêcher. La scène semblait plus grande que jamais, un abîme illuminé par des projecteurs qui l'aveuglaient momentanément. Le silence qui tomba sur l'auditorium était si dense qu'on pouvait entendre la respiration nerveuse de certains présents, le froissement d'un programme, le clic d'un téléphone portable rangé. Gabriel marcha lentement jusqu'au centre, le violon restauré dans ses mains, un trésor retrouvé. Il portait l'uniforme de l'école, simple et un peu usé, mais le collier de sa grand-mère, une petite amulette en bois, pendait discrètement sous le col de sa chemise, un rappel de ses racines. Il n'y avait pas de microphone, pas de mots. Juste lui et le son qu'il s'apprêtait à libérer. Dans le public, les regards se partageaient entre curiosité et un doute persistant. Beaucoup se souvenaient encore du garçon silencieux, de l'invisible, celui-là même qui avait été la risée et l'objet de moquerie. Et maintenant, il était là, devant tout le monde, prêt à être écouté. Gabriel ferma les yeux un instant. Le monde disparut. L'auditorium, la directrice, les camarades, les rires, les humiliations, tout s'évanouit. Ne restait que ses mains, le violon et cette mélodie que, depuis des semaines, il portait dans sa poitrine, une chanson de son âme. Il positionna l'archet avec légèreté, presque une caresse, et alors il joua. Les premières notes de « méditation » de Massenet coupèrent le silence comme si elles étaient faites de lumière, d'une pureté cristalline. C'était une musique lente, délicate, presque une prière, un lamento doux qui se transformait en espoir. Mais entre les mains de Gabriel, c'était plus que de la musique, c'était la vérité. Le public, surpris, se pencha en avant, comme s'il craignait de perdre un seul accord. C'était comme si personne là-bas ne s'attendait à cela. Le son était pur, clair, chargé d'une émotion brute et, surtout, d'une douleur qui se transformait en beauté. La directrice Leclerc, assise à côté de quelques membres du conseil d'administration, garda son visage impassible, un masque d'indifférence, mais ses yeux, traîtres, trahissaient son désarroi, sa surprise. Madame Dubois était debout, les mains croisées sur la poitrine, les yeux embués de larmes, un sourire radieux sur les lèvres. La grand-mère de Gabriel, au fond, souriait en silence, murmurant, presque inaudible, « Vas-y, mon enfant, vas-y. » Et Gabriel alla. Au fur et à mesure qu'il avançait dans la mélodie, ses mains gagnaient en fermeté, son corps accompagnait le mouvement de l'archet avec une fluidité qui semblait innée. Son âme se fondait au son, chaque note semblait crier ce qu'il n'avait jamais pu dire, la solitude, l'injustice, l'abandon, la colère contenue. Mais aussi l'espoir, la force inébranlable, la foi en soi qu'il avait redécouverte. Cette nuit-là, il ne jouait pas comme un élève, il jouait comme un survivant, un héros de sa propre histoire. Vers le milieu de la présentation, l'émotion dans le public était visible, palpable. Certains élèves avaient les yeux écarquillés, hypnotisés. D'autres filmaient en silence, avec une révérence qui leur était auparavant étrangère. Des professeurs qui auparavant ne le remarquaient même pas pleuraient maintenant, sans comprendre pourquoi, mais sentant la force de ce son. Un père, assis au deuxième rang, serra la main de sa femme avec force. Une mère porta la main à sa bouche, essayant de contenir les larmes qui insistaient pour venir. Gabriel n'avait pas besoin de mots, son histoire était racontée à travers les cordes et l'archet. Le garçon au violon cassé était maintenant l'artiste qui faisait taire les critiques par la beauté de son art. Lorsque la dernière note résonna dans la salle, un moment de silence complet s'installa. Un vide. Un instant où tous semblaient encore flotter dans l'atmosphère de la musique, prisonniers de son sortilège. Et puis, les applaudissements éclatèrent. Ce ne fut pas un applaudissement poli, protocolaire. Ce fut un rugissement. Authentique. A donné la chair de poule. Debout. Toute la salle se leva. D'abord les élèves, puis les professeurs, les parents. Des gens qui n'auraient jamais imaginé applaudir ce garçon l'applaudissaient maintenant comme s'il était une star internationale, un phénomène. La grand-mère de Gabriel pleurait abondamment au fond de la salle, les mains jointes en prière, désormais en signe de gratitude. Madame Dubois s'essuyait les larmes avec la manche de sa blouse, un sourire radieux sur le visage. Même Antoine, son ami, criait son nom au milieu de la foule, « Gabriel !
Gabriel. Et pour la première fois, il sourit. Un sourire large, libérateur, qui atteignait ses yeux. Parce que maintenant il savait, ce qu'il y avait en lui, personne ne pouvait le détruire. La directrice Leclerc, sans option, se leva lentement, sans applaudir, visiblement déconcertée. Elle tenta de maintenir sa posture, mais l'embarras était évident. Quelqu'un à côté d'elle murmura, « Il vient de sauver ce festival. » Gabriel fit une légère révérence. Il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Son violon avait déjà tout dit. En descendant de scène, il fut accueilli par des camarades qu'il n'aurait jamais imaginé le saluer. Un par un, ils venaient à lui touchant l'épaule, le félicitant, le remerciant. C'était comme si, pendant quelques minutes, l'école avait changé, comme si les barrières invisibles s'étaient effondrées. Cette nuit-là, en sortant de l'auditorium, un père d'élèves s'approcha avec une carte de visite. « Mon fils, vous êtes un prodige. Je travaille avec une fondation musicale. Je veux parler à votre professeur. Nous pouvons aider avec des bourses, des études, tout ce qu'il faudra. » Gabriel regarda sa grand-mère. Elle acquiesça, ne croyant toujours pas ce qu'elle voyait. Sur le chemin du retour, assis côte à côte dans le vieux bus qui tanguait à chaque virage, sa grand-mère le regarda avec un sourire rempli de fierté. « Aujourd'hui, tu as joué ce qu'aucun d'eux ne peut acheter, mon enfant. Le respect. » Gabriel sourit simplement. Le violon reposait sur ses genoux, comme s'il était aussi fatigué, mais vivant. Plus vivant que jamais. Il le savait, cette nuit ne changerait pas le monde, mais elle avait déjà changé le sien. Le lendemain matin du festival, le collège-lycée ne semblait plus le même. Pour la première fois, le nom de Gabriel était murmuré avec respect, et non avec dérision, dans les couloirs. Des élèves qui auparavant passaient devant lui sans le regarder changeaient maintenant de chemin juste pour le saluer. Certains avec un simple « bonjour », d'autres avec un timide « vous avez très bien joué hier ». Antoine, comme toujours, fut le premier à le trouver au portail de l'école. Il vint en courant, excité, comme quelqu'un qui apporte une nouvelle urgente. « Mec, tu as vu ? Tout le monde parle de toi. » Gabriel eut un sourire timide, encore un peu incrédule de ce qui s'était passé. « Oui, j'ai vu. C'est un peu bizarre, non ? » « Bizarre, rien du tout. C'est la justice, mon pote. La justice. » Les deux s'étreignirent rapidement, riant comme ceux qui gagnent ensemble, même sans dire un mot. En entrant dans le bâtiment principal, Gabriel fut appelé par la secrétaire de direction. Il pensa que ce serait une nouvelle tentative de représailles de la part de Madame la directrice Leclerc. Mais en entrant dans le bureau, il trouva un groupe de professeurs et de coordinateurs qui l'attendaient. La directrice était assise au bout de la table, avec un regard difficile à déchiffrer. « Gabriel, » commença l'un des professeurs, « nous voulions juste vous remercier pour votre présentation d'hier. C'était émouvant. Bien au-delà de ce que nous espérions. » Un autre professeur compléta, « Votre courage a été une leçon pour nous tous. Vous avez fait plus pour la réputation de cette école en 10 minutes que beaucoup d'entre nous en plusieurs années. » Gabriel acquiesça simplement, toujours méfiant. Alors, la directrice Leclerc se leva. Tous se turent. « Je voudrais dire quelques mots. » Elle s'approcha lentement, comme quelqu'un qui répète chaque pas, s'arrêta devant Gabriel, les mains croisées. « Ce que vous avez fait hier était inattendu et, oui, c'était admirable. Je reconnais qu'il y a eu des décisions discutables par le passé, dit-elle, choisissant soigneusement ses mots, mais il est maintenant temps de regarder vers l'avenir. » Gabriel la regarda fixement. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, seulement de la maturité. « Je ne suis pas là pour être jugé, Madame la directrice. Je voulais juste jouer. Et maintenant que vous m'avez écouté, tout va bien. » Elle ne répondit pas, recula simplement et regagna sa position. Mais au fond d'elle, elle savait, son autorité avait été défiée et vaincue de manière publique et élégante. Dans les jours qui suivirent, l'histoire de la présentation de Gabriel commença à circuler en dehors des murs de l'école. Des élèves publièrent des extraits de la vidéo sur les réseaux sociaux. Certains parents écrivirent des lettres louant l'école pour accueillir des talents divers, sans connaître toute la vérité. Un petit journal local publia un article intitulé « Violon et courage, le garçon qui a ému le collège-lycée ». Mais le changement ne se produisait pas seulement à l'extérieur. À l'intérieur de l'école, quelque chose avait été planté, une graine. En cours d'art plastique, lorsque Madame Dubois entra, elle fut accueillie par des applaudissements.
Elle remercia et regarda Gabriel avec un sourire sincère. Avant de commencer le cours d'aujourd'hui, je veux dire que le talent est important, mais le courage est ce qui transforme l'art en vérité. Gabriel baissa les yeux, ému. À la cantine, 2 élèves plus âgés l'appelèrent pour s'asseoir. Il refusa, préférant rester avec Antoine, le seul qui avait été avec lui depuis le début. Mais il les remercia poliment. Alors, tu es une sorte de célébrité maintenant, plaisanta Antoine. Je ne sais pas. Je sais juste que je suis le même Gabriel. Sauf que maintenant, ils ont écouté. Dans la salle des professeurs, la discussion était autre. Nous devrions vraiment revoir ces processus de sélection du festival. Ce garçon a un talent pour de grandes choses. Nous devons l'aider. Pendant ce temps, Gabriel continuait sa routine silencieuse. Il allait à l'école, suivait les cours, répétait avec la professeure. Mais quelque chose avait changé en lui. Maintenant, il savait qu'il pouvait être entendu. Et c'était plus grand que n'importe quel trophée. Un après-midi, en sortant de l'école, il rencontra la directrice sur le parking. Elle était seule, regardant son téléphone. « Gabriel, bonjour. Je voulais juste dire, votre nom a été proposé pour un programme de jeunes talents de la ville. J'ai soumis votre candidature. » Il acquiesça poliment. « Merci. » Elle hésita. « J'espère que vous accepterez. » Gabriel réfléchit un instant. « Je vais y réfléchir. Mais, madame la directrice, si j'accepte, ce ne sera pas à cause de vous. Ce sera pour moi et pour Mamie Simone. » Elle déglutit. Il n'y avait rien à répondre. De retour dans le bus, Gabriel s'assit près de la fenêtre et posa l'étui sur ses genoux. Il passa la main sur le bois restauré. Il ferma les yeux et sourit. Il n'avait plus besoin de scène. Il savait déjà qui il était. Et maintenant le monde commençait à le savoir aussi. 2 semaines après le festival, la vie de Gabriel semblait silencieusement transformée. Il se levait toujours tôt, prenait le même petit déjeuner de pain rassis et de beurre, prenait le même bus bondé qui tanguait à chaque virage, et arrivait à la même école où, pendant des mois, il avait été invisible. Mais maintenant, les portes semblaient s'ouvrir avant même qu'il ne les touche. La salle de musique, auparavant vide l'après-midi, était désormais toujours pleine. Des élèves qui auparavant se moquaient de lui ou l'ignoraient commencèrent à assister aux répétitions avec Madame Dubois. Certains par curiosité, d'autres par inspiration, mais tous étaient là grâce à ce qu'ils avaient vu et ressenti cette nuit-là. Et Gabriel? Il restait le même, concentré, silencieux, humble. Il ne se laissait pas emporter par l'attention soudaine. Il savait que la célébrité était passagère, un écho éphémère. Mais la vérité résonnait pour toujours. Un vendredi après-midi, alors qu'il rangeait son violon dans son sac à dos, Madame Dubois entra en souriant, une enveloppe à la main. « Qu'est-ce qui est arrivé ?» demanda Gabriel, la voix chargée d'une attente qu'il ne parvenait pas à dissimuler. Elle lui tendit le papier. C'était une invitation officielle du Conservatoire national de musique, l'un des plus respectés de la région. Gabriel lut, puis relut, et encore une fois, avant que les mots ne commencent à avoir un sens. Nous avons le plaisir d'inviter le jeune Gabriel Moreau à intégrer notre programme de jeunes musiciens boursiers, avec des cours à temps plein, un mentorat et un soutien technique. Sa récente présentation a ému l'équipe de l'institution et a montré un talent qui mérite d'être développé avec excellence. Il le lut 3 fois avant d'y croire. Puis, il regarda la professeure les yeux embués de larmes. « C'est sérieux ? » »« Plus que sérieux, Gabriel. Ils veulent vous voir briller. » Il prit une profonde inspiration. Pour la première fois, il sentit que quelque chose de bien plus grand était sur le point d'arriver, quelque chose qui transcendait les murs du collège-lycée. Mais sa première réaction ne fut pas de célébrer, de crier de joie. Ce fut de courir chez lui. En arrivant à l'appartement, il ouvrit la porte comme un ouragan. « Mamie. Mamie Simone. » Elle faisait la vaisselle et faillit laisser tomber l'assiette. « Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ? Ça va ? » Lisa. Elle s'essuya les mains sur son tablier, prit le papier et commença à lire. Quand elle eut fini, sa bouche s'ouvrit en un « oh » parfait, ses yeux se remplirent de larmes et elle porta la main à sa poitrine. « Mon Dieu ! Ils te veulent, mon enfant. Ils te veulent. » Et pour la première fois depuis de nombreuses années, ils pleurèrent tous les deux. Pas de douleur, pas de peur, mais d'une fierté qui débordait, d'une joie qui lavait l'âme. La semaine suivante,
L'école organisa un hommage public. La directrice Leclerc, dans un geste forcé et visiblement mal à l'aise, remit un certificat d'excellence artistique à Gabriel, tentant de récupérer sa propre image, sa propre narration. Mais personne ne se souciait de la cérémonie, des discours vides. Ce qui importait, c'était ce que Gabriel avait déjà prouvé, que peu importe d'où l'on vient, ni qui s'est moqué de vous au début. Ce qui compte, c'est où l'on arrive et comment on y arrive. Gabriel accepta la bourse. Il commença à étudier à temps plein au Conservatoire national de musique, se plongeant corps et âme dans un univers de partition, d'harmonie et de technique dont il ne faisait que rêver auparavant. Il garda contact avec Madame Dubois, qui continuait d'être sa mentor et sa confidente. Et, bien sûr, il ne manqua jamais de rendre visite à sa grand-mère tous les week-ends, en portant le violon sous le bras, pour jouer les mélodies que seul comprenait pleinement. Mais le plus beau de tout, ce fut ce qu'il fit en secret. Avec l'aide de sa nouvelle école et de certains professeurs qui furent enchantés par son histoire, Gabriel lança un projet appelé « Cordes de l'espoir ». Il restaurait de vieux instruments, trouvés à la poubelle ou donnés, et les remettait à des enfants de communautés pauvres qui voulaient apprendre la musique, mais n'avaient jamais eu l'occasion. Celui-ci vient d'un garçon qui, un jour, a aussi été traité comme une blague, disait-il, en remettant le premier violon à une petite fille de 9 ans dans un centre communautaire. Les yeux de la petite fille brillaient. Mais son son affectèrent beaucoup de monde. Et maintenant, il va te faire entendre aussi. Gabriel ne voulait pas être célèbre. Il voulait être un pont. Et c'est exactement ce qu'il est devenu. Dans l'histoire de Gabriel, on voit bien plus qu'un talent brut. On voit la force de celui qui transforme la douleur en art, l'humiliation en courage et le silence en musique. Combien de personnes connaissez-vous qui ont été réduites au silence, humiliées, déconsidérées, et qui ont pourtant continué? Avez-vous déjà dû prouver votre valeur à un monde qui ne voulait pas vous écouter? La mélodie de Gabriel, auparavant un lamento solitaire, devint un hymne de résistance, une invitation à la réflexion. Son histoire, qui commença avec un violon cassé comme une blague, se transforma en une symphonie d'espoir, prouvant que le véritable art ne réside pas dans la perfection, mais dans la capacité à transformer les imperfections en quelque chose d'extraordinaire. Et que, parfois, le son le plus puissant est celui qui naît du silence le plus profond. Si cette histoire vous a touché, partagez cette vidéo, laissez votre commentaire et identifiez ici quelqu'un qui a besoin de croire davantage en lui-même. Rappelez-vous, chaque histoire de dépassement de soi en inspire des centaines d'autres. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires qui émeuvent, inspirent et montrent que rien n'est impossible pour ceux qui n'abandonnent pas. Et rappelez-vous, votre place est où vous voulez être, ne laissez jamais personne vous dire le contraire.